Laurent Roland Tonné Inkes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour, amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, la presse aborde ce sujet ce matin, j'ai envie de dire en abondance. Soja, grains et noix brutes de cajou au Bénin, interdiction d'exportation en vigueur depuis hier. Oui, on constate qu'il y a déjà une note de service de la direction des douanes qui explique clairement que pour l'exportation du soja grain et de l'anacarde, entre du cajou, il faut préalablement recevoir une autorisation du ministère du Commerce. Et donc cette note de service prend effet dès déjà hier, le 1er avril 2024. Donc cela suppose que oui, les exploitateurs de soja grain, d'anacarde, de cajou ne peuvent plus le faire aussi facilement. Il faut nécessairement... Il faut des agréments. Il faut des agréments. Et puis, dans la note, il est précisé que l'autorisation sera donnée dès qu'on aura l'assurance que les besoins locaux sont satisfaits. En fait, j'ai bien lu cette note. Donc, il faut nécessairement que les responsables s'assurent que les besoins au plan local sont satisfaits. Et quand on parle de besoins locaux, c'est notamment en référence à la zone industrielle de Glodjibé, parce qu'il y a des industries qui tournent aujourd'hui à plein régime là aujourd'hui. Qui ont besoin justement de la matière. Qui transforment le cajou, qui transforment également le cajou et les dérivés du cajou, qui transforment également le soja grain dans une certaine mesure. Et donc c'est dès lors qu'on aura l'assurance que ces entreprises ont la matière première nécessaire pour la transformation, pour pouvoir tourner, qu'on pourra autoriser dans une certaine mesure les exploitations. Alors je vois qu'un journal a écrit que les acteurs demandent un moratoire parce que justement quand on parle de ces choses, parfois, c'est vrai qu'on a besoin de la matière première pour l'entreprise locale qui tourne, parce que ça crée de l'emploi, qu'on ne le veuille pas. Dès lors qu'un produit est transformé au plan local, ça crée de la richesse et ça crée des emplois. C'est les Béninois, en tout cas les jeunes Béninois qui seront recrutés dans ces entreprises-là pour la transformation, même si sur le traitement, on a aussi des choses à dire dans une certaine mesure. Certainement, on trouvera l'occasion d'en parler, mais c'est déjà bien. C'est déjà un bon début. Un bon début que ce soit des jeunes Béninois qui soient recrutés pour faire ce travail. Donc oui, on va encourager cette dynamique-là dans une certaine mesure, mais aussi demander au gouvernement de voir comment est-ce que ces mesures sont respectées et comment ces mesures sont mises en pratique dans une certaine mesure. Parce que, vous savez, hier, fortuitement, quand j'ai lu la note le 31 mars, dimanche, et que hier, en sortant de chez moi, il y a un grand magasin dans ma zone, je vois des gens en train de sécher les noix de cajou dans une certaine mesure. Je me suis posé une seule question. Si ce monsieur avait des clients qui avaient déjà commandé, et qu'il avait déjà reçu l'argent, il allait acheter les matières premières, la matière première qui est le cajou aujourd'hui, et qu'aujourd'hui cette note l'empêche d'exporter, il y a un problème. Donc, c'est pour ça que je pense que oui, quand certains acteurs demandent un moratoire, il va falloir peut-être que le gouvernement accorde un moratoire d'1 mois ou 2 mois pour dire à partir de tel mois, par exemple à partir de juin 2024, plus d'exportation aussi facilement. C'est-à-dire, il faut, voilà, et bien aussi, c'est d'évaluer la quantité dont a besoin les industries. Dont ont besoin justement les industries. Dont ont besoin, voilà, les industries locales, c'est-à-dire quand vous prenez la GDZ, l'entreprise qui transforme le cajou, l'entreprise qui transforme le grain de soja, le soja grain dans une certaine mesure, quelle est la quantité qu'il faut pour que ces entreprises tournent au cours de l'année, au cours d'une campagne d'une certaine mesure. Donc, quand on va évaluer cette quantité, il va falloir travailler à ce que, oui, au niveau des exportateurs, qu'on définisse des quotas à exporter. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des mesures pour dire on ne va pas exporter, n'importe comment il faut avoir une situation. Si quelqu'un avait l'habitude d'exporter 50 000 tonnes, il faut lui dire désormais que dans les 50 000 tonnes que tu avais l'habitude d'exporter, nous ne pouvons plus te permettre d'exporter 50 000 tonnes, mais nous te permettons déjà, à partir de juillet 2024, d'exporter exclusivement 20 000 tonnes ou 25 000 tonnes. Et là, parce qu'au niveau des entreprises locales, nous avons besoin de telle quantité. Je crois que c'est le travail que le gouvernement doit faire en amont. Parce que sinon, on ne saura pas dans quelle mesure les gens peuvent exporter. Et puis ça devient aussi un nid de corruption dans une certaine mesure. Parce qu'à un moment donné, quand il va falloir chercher à tout prix avoir une autorisation d'exportation, vous savez comment ça fonctionne dans l'administration. On va faire des chantages, on va demander si. Et pourtant, on n'a pas besoin de tout ça. Donc j'interpelle le gouvernement ce matin
évaluer les quantités de matières premières dont ont besoin ces entreprises locales et maintenant fixer un quota pour chaque... Parce que quand on prend les exportateurs de soja, grain et de cajou, on les connaît. D'accord? Il y a des associations d'exportateurs de cajou, des associations d'exportateurs de soja, grain, dans une certaine mesure, on les connaît. On évalue pour leur dire, bon voilà, si vous avez l'habitude d'exporter telle quantité, nous vous donnons la possibilité d'exporter à partir de juillet 2024 telle quantité, de sorte que la quantité, vous avez la possibilité toujours d'acheter autant que vous voulez et d'aller peut-être mettre à la disposition des entreprises locales, mais nous vous permettons d'exporter telle quantité. Je crois que ça va beaucoup aider les uns les autres. Allez, Laurent, la presse parle également ce matin d'un incident survenu lors d'une opération de contrôle de port de casque dans le Koufo, le potentiel écrit à Zové. Le commissaire se retrouve avec une jambe gravement fracturée. Je crois que c'est une triste nouvelle, c'est une situation à décourager. Je suis d'accord que certains policiers en font de trop dans la répression du port de casse dans une certaine mesure. Et je pense sincèrement que cela ne doit pas occasionner ce qu'on a pu voir à Zové. Parce que ce matin, j'ai pu lire que la jambe est totalement... En tout cas, il y a plusieurs fractures. Et donc, ce commissaire risquait de perdre sa jambe dans une certaine mesure. Et pourquoi? Parce qu'il a arrêté pour non-port de casque. Et ce citoyen, entre griffes indélicats, n'a pas voulu respecter et aller le cogner. Le citoyen serait en fuite et aurait abandonné sa moto. Voilà. Et donc, moi, je pense sincèrement que dans ces situations... oui, les policiers font un travail. On les a envoyés en mission. C'est pourquoi je dis, j'interpelle les policiers aussi pour dire, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Parce qu'à un moment donné, ce qui a perdu sa jambe, c'est le policier. Quand vous arrêtez quelqu'un, la personne ne veut pas s'arrêter, écoutez, libérez-lui le passage, il n'a qu'à continuer son chemin. Parce que quand vous voulez à tout prix arrêter, vous opposer, ça peut... Il y a des gens qui n'ont plus la tête, tranquille, ils veulent... tout oser dans leur vie et tout oser sur le passage. Malheureusement, voilà ce qui est arrivé au commissaire. Beaucoup de courage à lui. Je demanderais que l'État prenne en charge ce commissaire parce qu'on sait comment ça se passe souvent. Après, on vous donne un peu de soins et puis on vous oublie. Et il sera un poids pour sa famille. Il faut Maintenant, aux citoyens, je dis, quand les policiers vous arrêtent, il faut que vous puissiez stopper, vous arrêter et répondre. Je ne comprends pas cette manière de faire où on braque le volant ou le guidon sur un policier qui est en train de faire son travail. Et que les policiers aussi fassent très attention parce que tous ceux qui circulent, dans une certaine mesure, il n'y en a pas mieux qui se foutent pas mal de qui vous êtes, dans une certaine mesure. Mais je dis, si vous le faites et que si pas malheur, on met la main sur vous, la peine, ça ne va pas être moindre. Donc que les gens fassent très attention. C'est dans ce contexte que Info Matin écrit justement ce matin, répression des infractions routières au Bénin, urgence de mettre fin aux bavures policières. Oui, je vous ai dit, il y a des policiers qui en abusent, il y a des policiers qui font essai de zèle, oui, mais ça ne peut pas justifier le fait que les gens fassent mal aux policiers. Les policiers sont en mission républicaine, il faut le préciser. Et dès lors que quelqu'un est en mission républicaine, vous obtempérez. Si vous avez raison, on va vous libérer. Mais si vous avez tort, c'est peut-être que celui-là qui conduit cette moto, il n'a pas porté le casque et puis après peut-être la moto n'a pas de papier. Et c'est ce que je disais le week-end à certains amis. Si vous avez votre moto et que vous êtes sûr que vous n'avez pas de papier, les gars, déposez la moto. Allez marcher. Tout simplement. Le problème c'est que parfois aussi, même quand vous achetez une moto chez quelqu'un, il faut travailler à faire la mutation. Parce que, écoutez, Ahmed Arikpa, je suis en location avec quelqu'un, exemple je donne, qui me vend à un moment donné sa moto. Et la moto porte plus son nom, les documents portent son nom. Mais entre-temps, cet ami a voyagé. La moto est toujours avec moi. Je n'ai pas eu le temps de faire la mutation avant qu'il ne parte. Les policiers m'arrêtent, trouvent un autre nom sur la moto, j'ai ma pièce d'identité. Et je n'ai pas d'argument autre que de dire, j'ai acheté ça chez telle personne, mais il a voyagé. Non, ça ne tient pas. Dès lors que vous achetez une moto ou une voiture, première chose à faire, allez faire la mutation. Dans ces cas, si vous ne faites pas la mutation, l'autorité qui fait le contrôle est en droit de vous saisir l'engin. Et rien ne va se passer. Parce que ça ne répond à rien. Comment vous avez votre pièce d'identité, mais le nom qui est sur la moto. Entre-temps, supposons même que celui qui vous a vendu la moto il a décédé.
et on peut vous dire que vous avez volé la moto. Bien sûr. Donc, dans ces conditions, que chacun fasse l'effort d'être en règle. C'est parce que nous ne voulons pas être en règle souvent que parfois nous voyons que les policiers aussi exagèrent. C'est vrai que dans cette mesure, je parle de ceux qui font à essai de zèle, hein, mais il y en a qui font bien leur travail, mais parce que nous ne voulons pas être corrects, nous estimons que les policiers exagèrent. Non. Si vous êtes en règle, dans une certaine mesure, même si tout le monde vous crie dessus dans un commissariat, il y aura toujours un citoyen qui va dire, mais écoutez, attention, écoutez-le, il a raison quand même. Et même si ils ne veulent pas vous écouter, il y a des voies de recours. Vous pouvez vous plaindre d'ailleurs. Je suis sûr que tout le monde ne sera pas du même avis que ces gens-là. Quelqu'un, certainement, dans la chaîne, vous trouverez raison et rappelez les autres à la raison. Allez, avec Info Matin, Laurent Roland Tonaniquet, c'est un autre sujet d'actualité. Malencontreux accident sur le site de fixation. La NAT dans une posture humaniste. Oui, je crois que ça doit être vendredi nuit, hein, un accident, c'est malencontreux, comme le côté informateur écrit, c'est produit sur le site de la NAT, de fixation des plaques. Voilà. À Kpakpa, je crois que la nouvelle génération en parle également, le quotidien aussi en parle. Il s'agissait d'un citoyen, parce que fort heureusement, j'étais dans la zone le jour-là. Je suis allé voir réellement ce qui s'est passé. Je crois que c'est assez triste. D'abord, il faut dire condoléances aux parents de la victime. C'est un jeune béninois de la commune de Soava qui vend les accessoires de portable, qui malheureusement était dans la cour de la NAT le jour-là, et qui proposait des chargeurs, les accessoires portables à quelqu'un qui était dans une voiture qui attendait son tour pour fixer sa plaque, et le monsieur disait « Ah non, ça ne m'intéresse pas ». Donc, ils étaient dans la discussion quand quelqu'un d'autre qui était venu aussi pour fixer la plaque de son camion a fait une fausse manœuvre. Et le temps où tout le monde criait, il a été obligé, il n'avait plus d'autres issues, il a dû s'adosser au véhicule qui était en attente avec celui avec qui il parlait. Et puis le camion est venu le cogner au niveau de la voiture. Il est décédé sur le champ parce qu'il a bousillé pratiquement la tête. J'ai vu, il était dans un bain de sang par terre. Malheureusement, c'était difficile à supporter ce coup le jour-là. Et malheureusement, certains ont tout fait de dire que c'était une organisation de la NAT. Malheureusement, c'est ce qui avait été relayé dans un premier temps sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, on a pu constater que oui, ce n'était pas une organisation, parce qu'un accident, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des gens qui, en sortant de leur maison, ont cogné leur épouse ou leurs enfants. Malheureusement, parfois, ça peut arriver. Et donc, il se fait que celui-là qui conduisait ce camion n'a pas été prudent. Et voilà ce qui est arrivé je crois, j'oublie son nom, Mathieu Benou, voilà son nom, qui a même une maison à Zinvier, qui a une épouse, 3 enfants, sa femme venait même d'accoucher, ça fait pas longtemps. C'est autant de choses, c'était sous le choc que nous avons pu constater ce jour-là. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est que déjà, quand le truc s'est produit, la police républicaine s'était dépêchée automatiquement sur les lieux. Le DG Anat s'est informé automatiquement, nous a-t-on dit, était dans une séance, s'est dépêché également pour se retrouver sur les lieux, a pris tout en charge, j'ai pu échanger, j'ai même réussi à enregistrer les parents, l'un des parents de celui qui est décédé, et également celui qui conduisait, celui à qui il proposait ses produits, qui a clairement expliqué que c'était ce qui s'est passé, que c'était une erreur de celui qui conduisait le camion. Et donc, automatiquement, la NAT a pris en charge ce qu'il fallait faire. On était là quand le corbier était venu chercher le corps pour l'amener à la morgue, autant de choses. Et la NAT qui s'est engagée à suivre la famille dans une certaine mesure. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'ailleurs, parfois, on oublie, on abandonne. Et donc, pour ça, déjà, quand Infomatin parle d'humanisme, dans une attitude humaniste, je crois que c'est une bonne chose. Et je crois aussi que les autres aussi en parlent. La nouvelle génération parle de prompte réaction de la NAT et de la police républicaine. Oui, voilà. Donc, c'est assez difficile. Et moi, quand j'ai regardé la situation du jour, là, j'ai vu la réaction prompte des responsables de la NAT et de la police républicaine. Je crois qu'il faut déjà décerner, en tout cas les féliciter, les encourager pour que davantage, au-delà des obstacles du type, voir dans quelle mesure accompagner la famille de ce jeune Mathieu Benou qui est de Ahome Blanc, voilà précisément. Donc moi je crois qu'il faut penser à ça. Mais au-delà de tout ce qui s'est passé, de ce que je vois, je dis toujours, nous devons continuer à prier Dieu
parce que nous ne savons pas là où le malheur peut nous atteindre. Parce que quand vous regardez la scène telle qu'elle s'est passée, il vendait son chargeur. C'est ce qu'il fait d'habitude. Il a acheté, c'est en faisant ça qu'il a même acheté une parcelle à Zinvi. Il a construit, il vit avec sa femme. Donc, il est dans l'exercice de sa fonction, de son métier. Et dans une certaine mesure, il proposait son produit à quelqu'un. Et voilà, quelqu'un par une délicatesse ou imprudence vient le cogner. Vous voyez la voiture. Quand vous regardez le choc qu'a reçu la voiture, vous imaginez le choc qu'a reçu l'intéressé également. C'est assez triste. Et je dis toujours une chose, continuez à prier Dieu. Parce que les accidents de voiture, c'est souvent sur les voies. Hein? Mais quand vous allez dans une maison et que malheureusement ça arrive, c'est assez triste. Et je dis, un accident peut venir à tout moment. Il faut carrément situer les responsabilités et que ceux qui ont des choses à faire... Il faut situer les responsabilités. Après, c'est comme vous le disiez, nul ne connaît le jour ni l'heure, donc soyons prêts à tout temps. Voilà, oui, soyons prêts, mais pas prêts pour tel mot. Oui, mais après, ce n'est pas pour accuser une sur Y, mais je pense qu'il y a matière quand même aussi à réguler un peu, on va dire, les mouvements sur ce genre de site. Parce que quand on sait qu'il y a des véhicules, qu'il y a beaucoup de véhicules qui viennent donc se faire fixer les plaques et qu'il y a beaucoup de déplacements, est-ce qu'il n'y a pas matière à limiter les mouvements des uns et des autres sur ce genre d'espace? Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que quand vous prenez un site comme la NAT ou bien un site comme le Centre national de sécurité routière, vous imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un puisse venir se permettre tout sur un tel site? C'est pas... D'avance, on ne peut pas l'imaginer. C'est peut-être qu'à partir de cet incident, c'est que les gens doivent pouvoir prendre de mesures. Et je crois que je suis d'accord. Désormais, il faut que la NAT prenne ses responsabilités en suivant tous ceux qui viennent. Moi-même, il fut un moment où je suis allé avec quelqu'un pour fixer une plaque. J'ai constaté que... Il faut rester hors de ce périmètre. Voilà. Tout simplement. Voilà. Nous sommes allés fixer une plaque pour une voiture. Il y a quelqu'un parmi nous qui, de façon délicate, conduisait comme s'il était sur une voie et puis avec autant de poussière, il faisait tellement de bruit. Donc, oui, je crois que oui, dans cette mesure, il va falloir aussi mettre des mesures en place pour contrôler les mouvements des uns et des autres. Limiter l'accès peut-être strictement aux véhicules. Et maintenant, n'oubliez pas que, comme on l'a dit, un accident peut produire à tout moment. Évidemment. Vous avez tout fait de tout réguler, mais c'est peut-être qu'en ce moment que le frein lâche quelqu'un et finalement le drame est arrivé. La seule chose... Prions, continuons à prier pour que Dieu nous protège en toutes circonstances. Autre fait d'actualité, Laurent Roland-Anthony, qui est abondamment abordé par les quotidiens ce matin. C'est le cas d'ailleurs depuis quelques petites semaines et ce sera certainement le cas jusqu'en 2026, le code électoral. On en parle à nouveau ce matin à la une du quotidien Le Grand Jury, Laurent Roland-Anthony. Le député LD Antonin Milofi Runga, le nouveau code électoral est chrysogène, exclusif et discriminatoire. Il souhaite vivement que le chef de l'État laisse le Bénin dans la paix en 2026, comme il a trouvé en 2016. Je voudrais rappeler aux députés du Parti démocrate Milofi ce matin que le débat sur le code électoral, même si vous dites qu'on fera le débat jusqu'en 2026, j'estime qu'il faut commencer par... On continuera par en parler. Oui, mais je crois qu'il faut commencer par mettre ce débat-là derrière nous. Le plus important maintenant, ce n'est pas d'aller se mettre à la une des journaux pour communiquer. Je le dis, et c'est valable à tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, quitter la une des journaux, aller sur le terrain travailler, aller convaincre les acteurs. Dans le cas d'espèce, il n'est pas à la une du journal, il a été reçu sur une émission à la radio, d'accord, sur une radio de la place, et après, le quotidien est allé chercher les propos, d'accord, du député et l'a mis à la une. Sinon, il les a mis à la une. Voilà, l'un dans l'autre, à la une d'un journal, ou telle affiche d'une radio, ou une émission ou télévision. Il faut que les acteurs politiques comprennent que la bataille, l'enjeu de 2026 ne se jouera pas dans la presse. La bataille de 2026 se jouera sur le terrain avec des arguments convaincants. Dans cette mesure. Et quand vous êtes Milofi Antonin, député du Parti démocrate, si vous êtes député et que vous n'aviez jamais rêvé peut-être être là et que par concours de circonstances, parce que les gens voulaient à Patrice Talon et que vous tombez, excusez, depuis 2016, nous avons beaucoup d'acteurs politiques que je qualifie d'accidents politiques, parce que malheureusement, ce n'était pas préparé pour ça. Je crois que quand vous avez cette chance
vous continuez à travailler sur le terrain, à convaincre les électeurs, plutôt que de chercher à toujours vous dire que c'est un code chrysogène. Ça, on en a parlé abondamment. Écoutez, Vous pensez qu'il est temps de passer à autre chose, c'est ça? Il faut passer à autre chose, aller sur le terrain, convaincre les électeurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu deux députés par chance en 2023 que tout sera facile pour eux en 2026. D'ailleurs, ils n'avaient pas un passif, qui pourrait l'empêcher d'être député ou non en 2023. Il était un personnage neutre dans une certaine mesure. De 2023 à 2026, c'est sur son bilan que les gens jugeront. Et si par malheur, il n'avait pas un bon bilan en tant que député, en jouant pleinement son rôle à l'Assemblée nationale, c'est que, et s'il était tête de liste de ce parti, il peut s'agir de lui et que le parti n'est pas de lui dans la localité. Donc, dans une certaine mesure, je crois, oui, le code électoral, nous l'avons abondamment dit, moi je l'ai dit tout le temps et je n'ai pas changé de position. Il y a des choses à revoir dans ce code électoral, mais écoutez, le débat est derrière nous. Les autres sont sur le terrain. Patrice Talon est en train de ramener les salaires des AME à 12 mois. Ils ont tout le temps... C'est déjà fait? C'est déjà fait. Ils sont en train de critiquer ça. Et Patrice Talon est en train de trouver les mesures pour que les agents territoriaux puissent bénéficier des augmentations de salaire. C'est déjà acté. Et Patrice Talon réfléchit à comment mettre en œuvre davantage son hautement social. Et ce qui pourra certainement corriger la perception peut-être des citoyens béninois et améliorer leur coach dans les sondages dans une certaine mesure, les arranger, donc dans une certaine mesure. Et je crois que c'est sur ces questions-là alors, qu'est-ce que vous faites en tant que parti d'opposition? Il faut quitter les débats qui en réalité ne portent plus grand-chose. Il peut arriver qu'avant 2026 qu'on touche ce code électoral. Mais une fois que c'est voté et c'est promulgué, vous voulez faire quoi encore comme débat? Et on perd tout son temps sur ce truc-là. On parle aussi du code électoral à la une du quotidien Le Béninois libéré ce matin, un code électoral pour exclure Olivier Bokor. C'est une interrogation, une histoire à dormir debout. L'ami personnel du chef de l'État n'est-il pas l'un des géniteurs du système partisan? Laurent. Écoutez, quand quelqu'un vous dit que ce code électoral, c'est pour exclure Olivier Bokor, dites-lui que vous n'êtes pas autant bête à ce point. Okay. Parce qu'avec ce code électoral, il peut arriver qu'on impose Olivier Bokor aux acteurs de la mouvance présidentielle. Ce que nous ne comprenons pas, parce que quand on dit que dans le code électoral, ce code électoral, à première vue, les gens dit que parce que les gens suscitaient la candidature de Olivier Bokor, que c'est un code qui a été voté pour empêcher les suscitations. J'ai vu Maître Migan qui le dit, que ça empêche les suscitations. Et pourtant, tous les jours, les gens suscitent. Samedi dernier, les artisans ont rejoint la dynamique Olivier Bokor à Beaumé-Clavier. Hein, donc ça n'a pas... je pense qu'il parlait sûrement dans l'absolu. Oui, mais écoutez... Dans l'absolu, bon. Donc, dans une certaine mesure, ça c'est un fait. Et donc, dans une autre mesure, oui, est-ce que ce code empêche véritablement Olivier Bokor? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va imposer un candidat aux députés, aux élus de la mouvance. Et c'est ce code-là, voté, qui empêche les élus de la mouvance, qui les empêche d'aller parrainer d'autres personnes, qui sera mise en vigueur, qui sera mise en pratique. Donc, qu'on le veuille ou pas, il se peut que ça soit à l'avantage de Olivier Bokor, qu'on ne se trompe pas. Allez, ceci pour pour presque finir. La presse en parle aussi abondamment ce matin. Interdiction de visite de député LDA Madougou. Les arguments évoqués par le procureur spécial de la Crayette et le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, démontés par des avocats de la défense. Oui, j'ai lu le communiqué de l'avocat de maître Agbodjo, avocat de Ricky Madougou, qui estimait qu'il y a des contre-vérités dans ce qu'ont dit le procureur. Et puis, le directeur de l'agence pénitentiaire. L'agence pénitentiaire, dans une certaine mesure. Et je crois que, dans une certaine mesure, nous sommes dans un rapport de force. Hein, chacun tire le travail de son côté. Le plus important qu'on va souhaiter, c'est que Ricky Madougou soit libéré, soit libéré un jour. Mais je voulais faire une précision de taille ce matin. Et ça, si vous me le permettez. À toutes ces personnes qui vont dire à Ricky Madougou, à Jola Ivor, que oui, les éléments de l'NTV sont nos éléments. C'est ce que nous leur avons demandé de dire, qu'ils sont en train de dire. Et ce que les gens de la perception des journalistes d'NTV, personne parmi nous ici n'a pris un copain chez quelqu'un. Et on n'en a pas besoin, je vous le dis en toute sincérité. Et si quelqu'un a l'habitude d'aller prendre de l'argent pour dire j'ai les éléments de l'NTV, je vous le dis ce matin clairement, je connais certaines personnes parmi vous. Et la prochaine étape, ce serait une assignation. Je vous le dis clairement. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de travailler pour mon pays, de dire au chef de l'État ce qui est bien.
ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il parle toujours de bon timing au chef de l'État, pour qu'il aide, en fait, dans cette mesure, qu'il prenne des mesures pour libérer Ricky Amadougou et Joël Aïvo. Sincèrement, c'est pour le bien de nous tous. On n'a pas besoin d'argent. Ceux qui profitent de la situation de Ricky Amadougou, qui vont prendre de l'argent chez lui, vous êtes des criminels. Vous ne savez pas autre nom. Ceux qui profitent de la situation, qui vont voir Joël Aïvo ou les amis de Joël Aïvo pour dire nous voulons alimenter telle personne pour prendre de l'argent, vous êtes des criminels. Et en son temps, vous répondrez. Je le dis clairement, si quelqu'un a la possibilité de porter ce message à Ricky Amadougou et à Joël Aïvo, Laurent ne prend un copec de personne. Et je crois qu'Ahmed ne le fait pas. Et je suis certain que Maurice ne le fait pas. Ceux qui passent derrière pour dire nos éléments, nous allons gérer les gars d'Identivi. Attention, j'ai des éléments et en son temps, je ne vais pas hésiter à vous assigner. Nos comments, Laurent Roland, nos comments aussi ici à la une de la nouvelle génération. La nouvelle génération, on va voir la une s'afficher, qui nous propose l'image du jour. Avec la photo donc, du nouveau président sénégalais, nouveau président élu, Diomaye Faye, et juste derrière lui, Ousmane Sonko. Je pense que c'était à l'occasion de la visite rendue au président sortant Macky Sall au courant de la semaine écoulée. Nos comments, mais comments quand même, Laurent, puisqu'aujourd'hui, enfin, comment dire, oui, l'appréciation de serment aura lieu aujourd'hui au Sénégal. Oui, nos comments parce que oui. Mais comments quand même. Oui. On va commenter cette image, oui. Parce que voilà une situation aussi ambiguë. Hein. Faye doit pouvoir se rendre compte que celui qui est élu, ce n'est pas lui, c'est Sonko. Et comment est-ce qu'il va gérer le pouvoir? Vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose de mystérieux. Celui qui est élu, ce n'est pas lui, ce n'est pas Sonko, dites-vous, mais dans les faits, c'est lui. Non, en réalité, cette élection porte Faye. D'accord? Mais derrière Faye, il y a quelque chose qui a motivé les gens à voter Faye. C'est Sonko. Quelque chose, dites-vous. Et ce serait alors pas Faye, et ce ne serait pas Sonko, mais alors l'idéologie prônée par le PASTEF. Oui, par le PASTEF. Et quelqu'un direz-vous, et ce serait alors Sonko, pour que les choses soient claires. Le problème, c'est que Sonko, malheureusement, il faut louer, en fait, féliciter Sonko pour le dynamique qu'il est. Je dis c'est dynamique, je dirais c'est... Disons qu'il a servi de quoi? De cobaye, à un moment donné, le pouvoir en place a voulu surfer sur la position de Sonko en disant il faut que Sonko accepte que l'élection soit reportée et qu'il soit rétabli. C'est ça. D'accord? Mais Sonko n'a pas vu lui. Il a vu son système, comme vous l'avez dit. C'est ça. Et son système, c'est que c'est Faye qui est son ami intime, dans une certaine mesure. C'est son lieutenant. Voilà, son secrétaire général du parti. Il s'est dit, lui c'est moi, moi c'est lui. Moi c'est lui. Donc c'est ça qui a arrangé la situation. Sonko aurait pu dire, oui, attention, ok, d'accord. Ok, on reporte et puis là, ça me permet d'être candidat. Je suis sûr que même si c'était comme ça, Faye va le porter. D'accord? Faye, il était prêt à le porter. C'est pour ça que je dis que au-delà de la ferveur du peuple sénégalais, c'est qu'il y avait toujours l'image, l'ombre de Sonko qui a plané et qui a fait que, oui, Faye s'est retrouvé. Vous faites bien de parler d'ombre, parce que quand on voit la photo, justement, la une va se réafficher, vous allez voir, Diomaye Faye devant et Sonko derrière, un peu comme son ombre. Voilà. Et donc, ça a porté Faye, parce que Faye, même si on lui disait il y a un an que c'est lui qui sera le président sénégalais, c'est pas évident. Oui, pourtant, Sonko s'était préparé pour ça. Même à 10 jours de l'élection, il était encore en prison et je pense qu'il n'en rêvait pas vraiment. Pas outre mesure. Mais Sonko, lui, il s'était préparé pour ça. Il s'était préparé pour être le président du Sénégal et donc il s'était donné tous les moyens possibles. Mais il se fait que concours de circonstances, c'est Faye et Faye qui peut-être n'était pas. C'est pour ça que je dis que oui, l'un dans l'autre, c'est Sonko en réalité le président élu. Et puis, il y a juste que si on pouvait, s'il y avait possibilité de dire maintenant Sonko président de la République. Finalement, puisqu'on sait tous que c'est pour Sonko. C'est pour Sonko. Maintenant, c'est le pouvoir, hein, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de mystérieux, très mystérieux, et puis on ne sait pas, on va prier pour Faye en réalité, parce que c'est vite arrivé les dérives. Bien sûr. Parce que, écoutez, la collaboration entre les deux... Ça peut prendre un coup, il suffit seulement que sur des questions essentielles, Sonko ait sa position claire, son avis, et que Faye ait son avis, et puis Faye rentre... essaie de rassembler certains amis. Parce qu'au-delà de tout, il a aussi des amis personnels qui sont les amis de Sonko, à qui il va poser des problèmes. Puis il y a ceux qui vont tenter
forcément de manipuler, Oui, de créer de la oui, discorde. oui, tout oui, ça. non, c'est-à-dire C'est le que jeu politique. si la situation est essentielle, il suffit seulement que les gars disent, mais écoute, Faye, mais de quoi tu C'est toi parles? le président. C'est toi le donc, président. Donc, applique. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Donc, ça va peu arriver. Donc, il va falloir que Faye use de beaucoup de sagesse. Il va falloir que Faye agisse sans faillir. Voilà. Il ne va pas faillir si on l'accompagne de nos prières, de nos bons vœux. N'est-ce pas? Ce serait bien parce que l'échec des dieux à la tête du Sénégal Mais ce serait l'échec de toute la jeunesse africaine. 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 Voilà. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Roland Toné, qui est